Bonjour, je suis Chantal Moto. Je vais donc animer une conférence sur les mythologies et comment les dieux peuvent nous inspirer et chuchoter des messages intéressants à notre oreille d'humain. Nous allons parcourir différents messages donnés par les dieux, que ce soit Oedipe, que ce soit la quête du Graal dans la mythologie du Graal, que ce soit Ulysse et Pénélope et bien d'autres encore. Et nous verrons également comment les messages, comment les enseignements qui sont issus de ces mythologies peuvent nous inspirer au quotidien, sont encore d'actualité, ont traversé, donc les mythologies ont traversé les siècles et les millénaires pour continuer à nous inspirer et à nous donner des leçons de sagesse. Bonjour et merci de votre présence. Nous allons parler ce matin de mythologie. Dans le sens qu'est-ce que les mythologies dans leurs aspects atemporels, intemporels, qu'est-ce qu'elles peuvent nous enseigner, qu'est-ce que ça dit de nous en tant qu'être humain, qu'est-ce que ça dit de nous par rapport à nos relations avec les divinités. Voilà, donc la façon dont je vais procéder, c'est vous parler de quelques mythologies, parce qu'il y en a quand même pas mal dans notre patrimoine culturel. Et puis ensuite, je vous proposerai des temps interactifs avec des questions et des réponses, voilà, où vous pourrez aussi vous exprimer par rapport à l'enseignement des mythologies. Alors peut-être pour me présenter dans un premier temps, donc je suis donc Chantal Moto, je suis psychothérapeute, je fais aussi de la formation et j'ai écrit différents ouvrages. Dans ma pratique de psychothérapie, je suis dans la tradition jungienne, donc de Carl Gustav Jung, et je travaille beaucoup avec les rêves, la symbolique que l'on peut trouver dans les rêves, et c'est comme ça que je me suis particulièrement intéressée aux mythologies, parce que je me suis rendu compte que dans les rêves, il y avait des scénarios qui sont similaires à des scénarios que des mythologies décrivaient. Donc il y a quelques années, quelques siècles et quelques millénaires avant nous. Voilà. Ensuite, je travaille aussi beaucoup en psychogénéalogie et notamment en constellation familiale. Et voilà, et donc j'intègre cette pratique de rechercher dans les familles qu'est-ce qui peut induire, influencer notre présent et notre vie. Et puis, j'ai écrit différents ouvrages donc sur les rêves, sur les mythologies, sur les constellations, voilà. Et puis là, je présente mes derniers ouvrages où j'ai fait un pont sur la symbolique des arbres et puis la psychogénéalogie. Voilà, qu'est-ce que un arbre totem peut dire sur notre structure familiale, avec un jeu également, un jeu de cartes qui permet d'avoir des messages. Et puis, j'ai aussi écrit un livre sur les mythologies, nos héros mythiques de vrais coachs de vie, et puis un oracle. Et tout à l'heure, je ferai un atelier avec le jeu de cartes sur les mythologies où vous aurez peut-être l'occasion d'avoir un message de certains héros mythiques, voilà, en direct, votre message pour la journée ou pour la semaine. Voilà, et tous ces ouvrages sont en commande à la librairie L'Eau Vive. Elle n'a pas pu avoir tous les ouvrages, mais il y en a quelques-uns. Et voilà, et le reste, vous pouvez les précommander. Voilà, alors, donc, de quoi allons-nous parler par rapport aux mythologies? Eh bien, c'est déjà, c'est assez stupéfiant de voir qu'il y a des mythologies qui ont été écrites il y a 9000 ans, 7000 ans avant Jésus-Christ ou 7000 ans avant Jésus-Christ, et que ces mythologies, finalement, on les retrouve très présentes encore aujourd'hui,
parce que ça fait partie de voilà d'un patrimoine et de ce qu'on appelle des archétypes. Donc, ce qui est raconté dans les mythologies, bah, ça correspond aussi à ce que l'on peut raconter de notre vie. Voilà. Ensuite, donc l'autre aspect que l'on va pouvoir voir, c'est en quoi ça peut nous aider, c'est-à-dire quelles questions universelles, quelles questions existentielles ça soulève, et puis en quoi ça peut nous apprendre des choses par rapport à la petite morale de la mythologie, hein, de la même façon que les fables et les contes racontent des choses, racontent des histoires que tout le monde comprend, que les enfants comprennent. D'ailleurs, les mythologies fascinent en général les jeunes, parce que ça vient parler directement à notre inconscient, et puis ça vient nous raconter des choses qui sont encore très présentes à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc peut-être qu'on peut se dire que les dieux finalement qui sont mis en scène dans les mythologies accompagnent notre quotidien. Voilà, alors je disais tout à l'heure que voilà les exploits décrits par les mythologies, ça date d'il y a très longtemps, avec Homère, avec Sophocle, avec Ovide. Et d'ailleurs, on va commencer par parler d'Œdipe, qui est ce héros mythique qui a été redécouvert par Freud et qui a été un des fondamentaux de la psychanalyse. Voilà, pour montrer combien voilà, tout ce qui avait été mis en scène il y a très très longtemps peut encore être mis en scène aujourd'hui dans nos vies. Voilà, et qu'est-ce qu'elles racontent en général, les mythologies? Elles racontent à la fois nos victoires, mais aussi nos difficultés, donc ce que l'on arrive à faire, mais aussi voilà nos échecs, donc nos victoires, nos difficultés, nos échecs par rapport à des épreuves, donc des épreuves qui ont été peut-être lancées par des dieux, dans les mythologies, et peut-être des épreuves qui sont lancées par l'univers dans notre vie d'aujourd'hui, où on peut être voilà de façon similaire héros de notre vie, avec des choses qu'on arrive à transcender, et puis des choses où ça correspond plus à des défis, à des challenges, et peut-être qu'on peut se retrouver démunis. Voilà. Alors pourquoi les mythologies sont toujours d'actualité? C'est parce qu'en fait, il y a cette notion d'inconscient collectif qui fait que il y a comme un inconscient collectif qui a amené l'humanité à décrire des choses dans les mythologies. Et puis il y avait aussi, si on voit sur les parois des cavernes, on voit des exploits, on voit des défaites, on voit des combats qui avaient été décrits par les hommes des cavernes. Et tout ça, ça reste d'actualité. En fait, ce qui a poussé les gens à écrire toutes ces histoires, c'est d'aller chercher dans leur inconscient, d'aller chercher dans leur imaginaire des façons de mettre en scène leur vie. Et ça nous parle parce que notre inconscient à nous est connecté à cet inconscient collectif. Voilà, et cet inconscient, en fait, il va nous guider pour que l'on puisse mieux se comprendre, mieux se découvrir, mieux vivre notre vie. Donc on va passer à quelques exemples plus parlants. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que c'est aussi cet inconscient qui nous relie les uns les autres, c'est-à-dire qu'il va y avoir un tel ou tel mythe mythologie qui va résonner plus particulièrement peut-être par rapport à votre histoire, mais que globalement, on partage tous un petit peu les mêmes défis, un petit peu les mêmes histoires, et puis qu'on a peut-être des challenges et des enjeux de transcender certaines choses. Alors peut-être pour certaines personnes plus sur telle thématique, pour certaines autres personnes plus sur une autre thématique, mais globalement, voilà, on a dans tout
dans tout ce bagage culturel, on a de quoi avoir des leçons de vie, des leçons de sagesse, et puis des opportunités de se transcender. Voilà. Et à travers les mythologies, c'est Mircea Eliade qui disait que l'homme fait l'expérience du sacré. C'est-à-dire que il y a cette dimension de nous-mêmes que l'on va retrouver à travers les héros mythiques qui correspondent finalement à un aspect sacré de nous-mêmes que l'on va rencontrer à travers ces héros mis en scène dans la mythologie. Voilà, et ça donne aussi une valeur de vérité. C'est-à-dire que dans cette dimension, il y a notre dimension humaine, mais il y a aussi cette dimension sacrée qui fait que dans ce dialogue entre l'homme et le sacré, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est une réalité. Alors, on va commencer par, j'en parlais à l'instant, le fameux Oedipe, voilà, qui nous éclaire sur des passages incontournables de notre vie afin que notre passé ne nous emprisonne pas et que notre destin soit plus heureux. Voilà, donc ça c'est un petit résumé. En fait, si je raconte aussi en synthèse l'histoire d'Oedipe, qui est assez connue, mais bon, pour retracer l'histoire d'Oedipe, en fait, c'est un enfant donc qui est né du roi de Thèbes, Laios et Jocaste, la reine. Et puis ils vont consulter un oracle et l'oracle à Delphes, où il y avait la Pythie qui donnait des messages qu'elle canalisait en transe, et donc l'oracle dit à ce couple roi-reine que leur enfant allait tuer son père et épouser sa mère. Donc évidemment, grosse panique à bord. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils abandonnent leur enfant en se disant que c'était le meilleur moyen de l'éloigner. Et donc l'enfant tout petit est pendu par les pieds et abandonné. Et il va être récupéré par un couple. Il n'a alors que quelques jours. Et Oedipe, pour la petite histoire, ça veut dire pied enflé, parce que il a été pendu par les pieds. Il a été décroché, récupéré par ce couple. Donc le petit bébé est complètement inconscient, n'est pas du tout au courant de ce qui se passe. Il est récupéré par un couple qui prend merveilleusement soin de lui et il est persuadé que c'est ses parents. Voilà. Et puis, à un moment, à l'âge adulte, dans un repas de village, il y a un copain qui lui dit « Mais tu sais que tes parents, c'est pas vraiment tes parents. » Alors là, il le prend très très mal parce qu'il adore ses parents. Donc, il va consulter l'oracle. Et l'oracle ne répond pas à la question. Il lui demande mais c'est mes vrais parents, voilà, on m'a dit ça. L'oracle ne répond pas à la question, mais répète tu vas tuer ton père et épouser ta mère. Donc là-dessus, panique à bord, lui aussi. Donc il décide de quitter ses parents pour éviter que l'oracle ne plus de contact, pour pas que l'oracle ne se produise. Et sur la route, il y avait déjà des embouteillages à l'époque, et donc il croise, dans un embouteillage avec des chars et tout ça. Ils ont des propos un petit peu malheureux entre conducteurs de chars. Ils en viennent aux mains et il se trouve qu'ils tuent par inadvertance, par accident, un conducteur de char, qui n'est autre que son père, Laios. Mais il ne le sait pas, il croit que c'est, après il apprend que c'est quand même le roi de Thèbes. Voilà. Et puis il continue sa route. Et puis sur sa route, il croise la ville de Thèbes, qui est rendue prisonnière par un sphinx géant. Et le sphinx va délivrer la ville à condition que quelqu'un trouve une énigme, réponse à l'énigme. Et l'énigme, c'est qu'est-ce qui marche le matin à quatre pattes, qu'est-ce qui marche à midi à deux pattes et qu'est-ce qui marche à trois pattes le soir. Et donc, évidemment, Oedipe répond que c'est l'être humain et qui marche à quatre pattes bébé,
le matin, à 2 pattes adulte à midi et à 3 pattes avec une canne le soir. Donc, merveilleux, il répond à l'énigme, donc la ville est délivrée, et comme la reine était veuve, eh bien, elle avait dit que celui qui arriverait à déceler l'énigme deviendrait son mari, son nouveau mari. Et donc, il épouse sa mère sans le savoir. Et puis voilà, et puis la vie continue. Et puis un jour, la ville de Thèbes est prisonnière, cette fois-ci, d'une peste qui envahit et qui décime la ville. Et donc, notre ami Oedipe va de nouveau consulter l'oracle pour voir comment on pourrait éradiquer cette piste. Est-ce que l'oracle aurait cette peste, pardon, est-ce que l'oracle aurait une bonne idée pour éliminer la peste? L'oracle, de nouveau, ne répond pas à la question, mais lui dit qu'il faut absolument qu'il investigue, qu'il trouve celui qui a tué Laios, donc le roi de Thèbes. Et donc, il mène son enquête, et évidemment, il trouve que c'est lui qui a commis ce forfait, et donc du coup il est complètement désespéré, et de désespoir il se crève les yeux. Et il finira sa vie donc sur les routes avec sa fille Antigone qu'il avait eue avec donc Jocaste, sa mère. Et puis finalement, il est recueilli à Athènes et il a eu une fin de vie, on va dire pas trop malheureuse, mais quand même, il a vécu ce drame. Donc l'histoire d'Oedipe nous apprend beaucoup de choses, hein, notamment ce que Freud a appelé quelques siècles plus tard le complexe d'Oedipe, c'est-à-dire que quand on est un petit garçon, on est amoureux de sa maman et on se met en rivalité avec son père. Voilà, et la même chose pour les femmes qui peuvent considérer le premier homme, leur père qu'elles rencontrent, comme un amoureux, le premier amoureux, et qu'elles peuvent se mettre en rivalité avec leur mère. Voilà, donc ce qui est la leçon de l'oracle, hein, tu tueras ton père et tu épouseras ta mère. Voilà, et puis il y a d'autres choses aussi que l'on peut voir dans cet enseignement, c'est que quand on a un destin et qu'il y a des choses qui sont écrites dans l'inconscient de notre destin, eh bien, même si on fait pas mal d'efforts pour y échapper, eh bien, il se peut qu'on se retrouve quand même confronté aux épreuves que l'on doit rencontrer, hein, puisque les parents abandonnent Oedipe, Oedipe s'en va, enfin, il fait tout pour échapper à son destin, mais finalement, il n'y arrive pas vraiment. Hein, puisque l'oracle s'accomplit. Donc ça veut dire que inconsciemment, on peut être soumis à certaines lois inconscientes, des lois de la psychologie, peut-être des lois de la psychogénéalogie aussi, peut-être des lois de nos vies antérieures aussi. Et que si on n'a pas une prise de conscience de ces mécanismes, eh bien on peut s'en retrouver peut-être prisonnier et victime. Voilà. Et puis l'autre leçon, c'est Oedipe, il se crève les yeux quand il apprend la vérité. Hein, donc c'est c'est trop dur. Hein, donc ça va être peut-être notre tendance à nous par rapport à une certaine réalité ou une vérité. Est-ce qu'on a vraiment envie de se retrouver confronté à une vérité, à notre ombre, à nos problèmes, à nos malheurs, à nos défauts. Voilà, donc cette prise de conscience, elle peut être douloureuse. Alors maintenant, donc, ce que je vous propose, dans un processus de transformation de l'être humain, de répondre à quelques questions que je... Voilà. Peut-être combien parmi nous avons-nous aussi les pieds enflés, voilà, c'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas une blessure de départ qu'on va peut-être essayer de résoudre. Alors combien de temps on va mettre à résoudre cette blessure? Est-ce qu'on a envie de la résoudre? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut remettre en question et voilà. Et est-ce qu'un travail thérapeutique
peut nous aider à faire ça, mais est-ce qu'on a envie de faire un travail thérapeutique ou est-ce qu'on en a la conscience aussi qu'un travail thérapeutique peut nous aider? Quelle lucidité avons-nous? Quelle capacité avons-nous à assumer notre passé? Hein, voilà. Est-ce que on est finalement dans le déni ou dans la lucidité? Voilà. Et si l'on confronte responsabilité et culpabilité, quelles idées cela évoque en vous? Voilà, donc je vous propose avec l'éclairage de Deep et puis avec ces quelques questions, je vous propose, si vous avez envie de vous exprimer, voilà, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour répondre à ces questions ou en commentaire sur la vie de Deep. Donc on va faire circuler un micro. Et voilà, et si quelqu'un a envie de partager quelque chose ou de questionner quelque chose ou de mettre une idée supplémentaire, voilà, sur cette petite histoire, eh bien, c'est bienvenu. Est-ce que quelqu'un a envie de rebondir sur l'histoire de Deep? Non, pas spécialement. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Sans doute un travail intérieur, l'exposer comme ça, c'est délicat. Ouais, tout à fait. Merci. Alors, moi, je peux dire, je n'ai pas de pied enflé, il me semble. J'ai fait, en effet, quand même un travail thérapeutique par rapport à ma lignée. Donc, effectivement, j'ai des parents qui sont morts depuis très, très longtemps de cancer, donc je travaille là-dessus. Donc, j'ai une lucidité par rapport à ça, parce qu'effectivement, dans ma lignée, ma famille a été décimée, donc je travaille là-dessus. Pour justement lutter contre cette peur que ça m'arrive. Et aujourd'hui, en quelque sorte, c'est pas que j'ai une certitude, mais j'ai plus confiance que je n'avais il y a des années. Et voilà, donc je travaille au quotidien sur mes peurs, en fait, et sur ma lignée. Voilà. Super, merci pour ce témoignage. Il y avait madame aussi. Est-ce que vous avez envie de... Oui, je suis thérapeute et moi je pense de par mon expérience qu'il y a des nœuds déclenchants et des nœuds programmants. Et le travail thérapeutique, au fil du temps, pour se monter en amont, c'est pas si simple. Pour moi déjà, de par mon expérience et pour les patients que j'accompagne aussi. Oui, tout à fait. Oui, et les nœuds déclenchants, ça peut être justement un petit peu ce que la fonction de l'oracle dans l'histoire de Deep. C'est un moment, il y a un message. Et ce message, est-ce qu'on est prêt à le prendre ou pas? Voilà. Très bien, merci pour ces témoignages. Je vous propose maintenant que l'on passe à une autre histoire. Alors, c'est une de mes préférées, celle-là. Héphaïstos. Dans son nom latin, c'est Vulcain, donc le dieu des forges, l'ami du feu. Donc, habile artisan des dieux, Héphaïstos était apprécié par eux. Il représente pour les humains l'emblème des arts, notamment les arts de la forge et même les arts des arts de beauté aussi. Alors, rapidement, l'histoire d'Héphaïstos. Donc, il est un fils de Zeus et Héra. Il est fils de Héra, parce que Héra, donc, c'est alors les grands patrons de l'Olympe, dans la Grèce, c'est Zeus et Héra. C'est papa-maman, avec tout un tas de dieux autres, et un couple parental, on peut dire un petit peu bizarre, mais finalement pas si bizarre que ça. Donc grand patron, mais avec des scènes de couple très très fréquentes. Et Héra était très jalouse et Zeus était donc le grand patron. Il avait tendance à être un peu séducteur aussi. Donc voilà, donc c'est assez amusant de voir aussi les histoires autour de Zeus et Héra. Et Héphaïstos donc est né par parthénogénèse, c'est-à-dire que c'est Héra qui, en tant que grande déesse, qui a la possibilité de fabriquer des enfants toute seule.
Donc elle fabrique Héphaïstos comme d'autres, sauf que Héphaïstos, il est né avec un problème, un handicap. Il est boiteux, il est difforme, il est vraiment pas beau. Et donc, Héra n'est pas du tout contente de cet enfant, et donc elle le jette sur terre depuis l'Olympe, parce que voilà, il y a le monde des dieux de l'Olympe, et puis il y a le monde des humains, et donc elle le renvoie dans le monde des humains, parce que pas digne d'appartenir à ce monde supérieur qu'est l'Olympe. Et donc, lui, il va vivre dans une grotte, une caverne, où il va apprendre le métier de forgeron avec un forgeron. Et là, il se révèle d'un talent inouï. Donc, il fabrique vraiment des beautés sublimes. Il a fait notamment les toits d'or du temple de Delphes. Et puis, par rapport aux autres déesses de l'Olympe, il leur fabrique des bijoux qui sont très 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 appréciés. Donc il est très chouchouté de par les dieux, les déesses surtout. Il épousera d'ailleurs Aphrodite, qui n'est autre que Vénus dans un autre en latin, et qui est très belle, qui est la déesse de la beauté et des charmes. Mais par contre, il a toujours cette blessure d'avoir été jeté de l'Olympe par sa mère. Et donc, il fabrique un stratagème, il fabrique un trône en or pour sa mère, et magnifique, et donc il lui offre, et elle s'assoit dedans, et quand elle s'assoit, elle se retrouve prisonnière du trône, elle ne peut pas en sortir, à la seule condition qu'elle réadmette Héphaïstos dans l'Olympe. Ce qu'elle fait, finalement, pour se libérer. Voilà. Et donc, tout est bien qui finit bien, puisque Héphaïstos, qui était déjà très accrédité par tous les dieux de l'Olympe, a aussi été légitimé par sa mère, et c'était son grand combat. Voilà. Alors maintenant, les questions que l'on peut se poser, c'est les questions autour de la légitimité. Avec notre besoin de légitimité, avec aussi une question, c'est comment on surmonte nos handicaps de départ, en nous appuyant sur nos potentiels, nos blessures de départ. Voilà, comment on arrive à les surmonter, comment on trouve nos potentiels aussi, comme tout cet art que Héphaïstos a su développer. Est-ce que nous, on a un besoin de reconnaissance? Est-ce qu'on a un besoin d'inclusion? Enfin, c'est plutôt quel besoin de reconnaissance, quel besoin d'inclusion avons-nous? Puisque on sait très bien qu'en tant qu'être humain, on a quand même besoin d'être reconnu. Et la toute première reconnaissance, ça vient de la reconnaissance des parents. Où un petit enfant, il a aussi besoin de se construire avec un œil positif et encourageant de la part de ses parents. Notre légitimité dans la vie, au travail, sur quoi se fonde-t-elle? De quel regard avons-nous besoin? De la même façon que Héphaïstos, malgré tout ce qu'il développe, il a toujours besoin du regard de sa mère. De quelle intégration avons-nous besoin? Voilà, il tient à être intégré dans l'Olympe, c'est-à-dire que nous, dans nos vies, à quoi attache-t-on de l'importance, et dans quelle communauté avons-nous besoin d'être intégrés? Voilà, et si on fait le lien entre légitimité et positionnement, légitimité et identité, c'est-à-dire que en quoi notre positionnement est en lien avec notre légitimité, en quoi notre identité même est en lien avec notre légitimité. Voilà, donc c'est ces petites questions que je vous propose maintenant d'explorer. Si quelqu'un a un commentaire à faire, on va faire circuler le micro. Comment ça vous parle, cette histoire? Qu'est-ce que vous avez envie de dire?
Merci. Alors moi, ça me parle énormément parce que je suis la 4e dans la fratrie. Je suis pas forcément un enfant qui a été programmé. Donc ça a toujours été pour moi la question, mais qu'est-ce que je viens faire là? J'ai frères et sœurs avec un grand écart d'âge. Donc, est-ce que je suis légitime? Et ma question encore à l'heure actuelle, c'est qui suis-je vraiment, quoi? Que suis-je venue faire dans cette fratrie? Où parfois je pressens, bien sûr, l'amour de mon frère et mes 2 sœurs, mais tout en étant, me sentant un petit peu hors du temps, quoi. Voilà, et j'ai souvent posé la question à mes parents, maintenant qui sont décédés. Est-ce que j'ai vraiment été une enfant désirée, quoi? Qu'est-ce que je suis venue faire dans cette fratrie avec un tel écart d'âge et tout en étant, je dirais, assez surprotégée, je me sentais quand même relativement isolée. Oui. Voilà. Merci pour ce témoignage. Et on voit combien Héphaïstos a développé de talent pour gagner cette. Voilà, il a dû s'appuyer sur son potentiel à lui. Vraiment que ça, quoi. Merci. Il y avait aussi une autre prise de parole, là. Bonjour, cette histoire me parle directement. Suite à un accident, j'ai un handicap maintenant. Et sans cet handicap, je dirais, sans ce passage, je n'aurais pas été maintenant dans ce que je suis maintenant, c'est-à-dire artiste vitrailliste. Wow. Et donc, ça me parle parce que ça touche à l'art, ça touche au feu. Et donc maintenant, je suis dans cette démarche d'artiste vitrailliste et de plus en plus, je suis reconnue. Et de plus en plus, je dirais maintenant, j'ai ce problème avec la légitimité aussi. Parce que je suis pas maître vitrailliste. Je suis pas, parce que dans le vitrail, enfin, dans l'art du verre, il y a des maîtres. Je ne suis pas maître vitrailliste. Je suis simplement artiste. Mais il y a quand même ce petit truc qui fait que il faut que je surmonte en fin de compte. Oui, on voit comment l'art a sublimé le mais ça m'a, je dirais, de découvrir ça, l'art du vitrail, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé. Oui, et l'Olympe, on peut le comparer au fait d'être maître. C'est un peu comme artiste, voilà, ou maître. Voilà, un peu comme lui, il cherchait Héphaïstos à être dans l'Olympe, mais il avait toute la reconnaissance des dieux et des déesses. Même s'il n'avait pas il avait toute la reconnaissance et ça l'a aidé à être parfaitement accepté le jour où Héra a accepté. Et ce qui est bizarre, c'est que dans les créations que je peux faire, sans connaître la mythologie, parce que c'est trop vaste, je fais des choses qui ont rapport avec la mythologie. Wow. Je fais sans le savoir, je le sais après, mais je fais des choses qui ont rapport avec des dieux, avec la mythologie. Wow. Comme quoi, quand je disais tout à l'heure, il y a cet inconscient collectif finalement qui nous habite, où inconsciemment, vous êtes en connexion avec la mythologie et ça correspond à une histoire, à un mythe vraiment très, très puissant. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Alors maintenant, ce que je propose, c'est que on a encore du temps. On va parcourir un autre mythe, la quête du Graal. Donc la quête du Graal, en synthèse, nous enseigne des valeurs à mettre en œuvre pour gagner paix et joie intérieure et retrouver notre perfection originelle. Alors, au départ de la quête du Graal, en fait, c'est une émeraude
qui a été taillée après en coupe et qui est devenue donc la coupe du Graal. Mais cette émeraude, elle a eu une longue histoire, puisqu'au tout départ, elle est tombée du front de Lucifer dans le jardin d'Éden. Donc c'était le cadeau de Lucifer qui était très puissant dans le jardin d'Éden, donc au paradis, et c'est Adam, le premier homme, qui l'a récupéré. Et ensuite, eh bien, elle est passée de main en main, de descendance en descendance. Elle s'est retrouvée dans les mains de Joseph, donc elle a été gardée précieusement. Elle était donc gardée par un des gardiens, ce fut Joseph d'Arimathie, qui a côtoyé le Christ. Et ça a été une coupe donc elle a été taillée en coupe à un moment, et donc une coupe d'émeraude, et c'est quand même la coupe qui a reçu le sang du Christ au moment donc où il a été crucifié. Et ensuite, c'est dans cette coupe aussi que Ponce Pilate s'est lavé les mains. Donc il y a de l'histoire, elle est chargée au niveau énergie, elle a été un petit peu chargée cette coupe. Et ensuite, eh bien le Christ a donné comme message aux descendants, donc à Joseph et à ses descendants, de prendre soin de cette coupe et puis de l'emmener au Vau d'Avalon. Voilà, et donc ils ont commencé le trajet, avec Joseph et puis d'autres compagnons pour les Vaux d'Avalon, mais c'était très loin et Joseph est décédé avant qu'ils n'atteignent leur destination. Et c'est le roi Arthur, avec donc les chevaliers de la table ronde, qui ont continué l'histoire pour emmener le trajet, continuer le trajet pour emmener la coupe du Graal au Vau d'Avalon, où elle a été donc mis en sécurité dans une forteresse, au château de Corbeny, et voilà. Et ensuite, l'enjeu par rapport à cette coupe, c'est qu'elle était donc dotée de vertus très exceptionnelles et très magiques, et que si une personne avec certaines qualités contemplait cette coupe, eh bien, ça allait lui apporter une paix, une sérénité, une joie, des musiques magiques, des sons magiques, des goûts magiques. Voilà, un petit peu comme un éveil, on pourrait dire, dans d'autres cultures, l'état de Bouddha ou quelque chose comme ça. Et donc, il y a de nombreux chevaliers qui ont tenté de contempler la coupe pour gagner cet état d'éveil. Et le problème, c'est que quand ils ne réussissaient pas l'épreuve, il y avait donc à l'endroit où ils s'asseyaient, il y avait une trappe, et ensuite ils tombaient. Donc soit ils gagnaient l'état d'éveil, soit ils tombaient dans la trappe. Voilà, et il y a plusieurs chevaliers qui ont tenté, dont le célèbre Lancelot, mais qui a décliné. Enfin, au dernier moment, il a décliné parce que lui, sa voie, c'était l'amour avec Guenièvre, donc son épouse. Il y a Gauvin qui a essayé aussi parce qu'il était un des hommes les plus valeureux de l'époque, mais ça n'a pas marché. Et finalement, c'est le fils de Lancelot, Galahad, qui a réussi l'épreuve et qui a pu gagner cet état d'éveil. Voilà, donc on se pose des questions sur les valeurs et l'enseignement du mythe, comment les valeurs mises à l'honneur dans ce mythe sont-elles d'actualité, et on peut se poser la question, quelles évaluations du bien et du mal sont faites dans nos sociétés, c'est-à-dire comment on va si on considère que le Graal, ça donne le Graal, ça donne l'ouverture à un bien-être, et extatique, un éveil spirituel, sur quoi allons-nous baser au jour d'aujourd'hui la valeur que nous avons, c'est comment mesurer aussi la valeur.
Alors on peut se poser des questions aussi sur par rapport à ce qui est véhiculé dans notre société, hein, justice, justesse, véhiculé par nos dirigeants. Voilà, qu'est-ce qui est à l'honneur au jour d'aujourd'hui, quelques siècles plus tard? Justice et complaisance, justice et ténacité, vivons-nous un monde juste et qui prône la justice dans la société, qui en est le gardien? C'est-à-dire que là, il y avait une épreuve de vérité en fait avec la coupe du Graal. C'était soit l'être qui s'asseyait en face de la coupe avait une valeur intrinsèque qui donnait un petit peu comme le passeport pour l'éternité, le passeport pour l'éveil. Donc, quelle était la valeur qui était reconnue? Et on peut se poser la question de ces valeurs reconnues, comment elles ont traversé le temps? Est-ce que c'est toujours les mêmes? Qu'est-ce qui est valorisé maintenant dans nos sociétés? Qui en est le gardien? Qui va jauger finalement de notre valeur intrinsèque? Et comment se conjugue pureté et mérite aussi? C'est-à-dire est-ce que la pureté donne accès à un mérite éternel? Orgueil et justice, quand s'oppose-t-il, individuel versus collectif? Voilà, donc je vous propose de dire quelques commentaires par rapport à ce mythe et par rapport à ces questions soulevées sur les valeurs qui sont et comment peut-être vous avez envie vous de jauger votre propre valeur, à quoi ça vous donne accès aussi. Voilà, propose quelques commentaires. Qu'est-ce que vous avez envie, comment vous avez envie de réagir par rapport au mythe? Oui, madame? Moi, ce qui m'interpelle là, c'est l'évaluation effectivement de notre société aujourd'hui. Et quand on regarde, on peut être très découragé. Moi, je fréquente beaucoup de personnes âgées qui sont effectivement découragées parce qu'elles ont espéré. Il y a eu mai 68, il y a eu tout ça, aller vers un monde meilleur. Et quand on le regarde, on se dit mais on a échoué. Voilà. Et alors il y a ce côté-là, mais alors moi comment je réagis par rapport à ça? Hier j'ai assisté à un atelier du Raja Yoga et qui me faisait penser à Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et moi il me semble que si on regarde effectivement l'extérieur, on peut se laisser décourager et je crois qu'il faut, moi en tout cas je suis quelqu'un de positif et je me dis le seul changement sur lequel je peux vraiment agir c'est moi. Donc, soit le changement, voilà, travaille ton diamant intérieur, accepte, ça revient tous les mythes dont vous avez parlé avant, mais voilà, accepte, sois humble, pardonne-toi, grandis dans l'amour et dans l'espérance. Voilà ce que j'avais envie de dire. Merci, effectivement, où on peut se retrouver en miroir, où on est finalement, on est notre propre Graal. À la fois le moyen de nous voir et le moyen de nous contempler, mais aussi le moyen de nous estimer. Michel, je viens d'une région où le Graal, les vertus du Graal sont chantées dans son hymne. Alors vous entendez mon accent, je n'arrive pas de la région de Normandie, je viens de Provence. Et l'hymne s'appelle la Coupe Sainte, c'est l'hymne des Provençaux. Et depuis le XIIIe siècle, grâce à un angevin, un voisin, Charles Ier, donc, qui a déterré du côté des Saintes-Maries de la Mer deux tombeaux donc, qui étaient les on va dire deux parentes du Christ, qui étaient arrivés dans une barque accompagnés d'un certain Joseph d'Arimathie. Donc c'est tout ça la mystique du Saint Graal avant que un certain Merlin rencontre ce compagnon de Jésus en terre de Bretagne. C'est le mythe tel qu'il est écrit dans de Jacques de Voragine, c'est la légende dorée. Voilà, donc alors ça c'est juste pour situer.
votre intervention m'intéresse parce que quelle évaluation du bien et du mal sont faites dans nos sociétés? En terre du Midi, puisque ça a impacté le Midi de la France, à une époque où les troubadours règnent par le chant, la musique, la poésie et la reconnaissance donc de la divinité de la femme, à tel point d'en faire des cours d'amour, où elles vont juger les infidélités de leurs chevaliers. Elles sont magistrates devant cette infidélité-là. Et donc, on se trouve dans une société qui va être dans la capacité de dire, dans cette culture-là, le pas de côté est autorisé. Le pas de côté, c'est-à-dire que, et ce qu'on peut reprocher aux gens de Midi, c'est-à-dire, c'est pas des gens toujours très sérieux, ils sont trop habitués au pastis, à la pétanque et à la sieste. Et ce pas de côté, moi qui suis né dans une famille, alors, ça va peut-être un peu faire sourire, mais bilingue, et donc d'origine italienne, mon bilinguisme c'est français provençal, c'est-à-dire dans une famille régionaliste de paysans pour mon grand-père maternel, et mon père était lutteur napolitain. Eh bien, j'étais très impacté par cette langue-là et sa culture dite de troubadour. Et c'est la loi de base, c'est la loi d'amour. Donc, c'est un pays de tolérance. Alors évidemment, aujourd'hui, parler d'une province avec tout ce qu'elle a pu attirer comme personnes qui sont venues finir leur vie là, mais qui viennent l'été, c'est difficile de toujours trouver une identité culturelle de base. Mais bon, je fais partie d'un mouvement qui transmet ça. En l'occurrence, dans les compagnons de Frédéric Mistral, un écrivain qui a écrit l'hymne donc sur les bases donc d'un roi qui était aussi angevin qui s'appelait le roi René et qui donc voilà, et qui a été écrire donc l'hymne des Provençaux qui de suite dès 1867 va être appris par tout le Midi et qui est chanté de temps en temps. Alors, juste pour vous dire à quel point, quelle conscience il a mis quand on chante cet hymne-là. Hier, j'appréciais Baruco qui a transformé pour ceux qui étaient là, cette Marseillaise avec ses mots à lui. Je pense pas qu'on l'a entendu, puisque j'ai bien compris, vous êtes arrivé ce matin ou hier soir. Et donc, il nous a fait chanter une Marseillaise avec des mots très particuliers d'amour et de tolérance. Et ben là, dans cet hymne-là, donc, quelle évaluation du bien et du mal dans nos sociétés, le quatrième couplet dit je vous le fais dans ma langue à moi, après je le traduirai, comme ça je serai fier. Donc, vogliono la connaissance est un casel che treme de l'homme en Dieu. Versons-nous la connaissance, car c'est elle qui transmute l'homme en Dieu. Merci. Oh, super. Hein. Bravo. Quelle belle illustration. Merci. Merci, merci. Alors, on va passer à Icare maintenant, puisqu'on va transcender l'humain et s'envoler avec Icare. Donc, Icare goûta la liberté, mais ne sut pas donner de limite à ses désirs et se brûla les ailes. Alors, le mythe d'Icare, il est tout. Je vais vous le faire très rapidement. Icare était enfermé avec son père Dédale dans le labyrinthe. Donc c'est son père qui avait construit qui avait fait les plans du labyrinthe où était enfermé le Minotaure. Et puis voilà, comme Dédale a donné les plans aux rivaux, aux Athéniens, alors que ça se passait en Crète, eh bien le roi de Crète, Minos, a été très mécontent et il a emprisonné Icare, donc le fils de Dédale, et Dédale dans le labyrinthe qu'il avait construit. Mais Dédale était quand même très ingénieux. Et donc, il a décidé que avec les airs et le vent, on allait pouvoir transcender ce que la terre, comment la terre leur emprisonnait. Et donc, il a fabriqué des ailes avec lesquelles ils purent donc s'envoler, des ailes faites de plumes et de cire qu'ils s'accrochèrent et donc ils purent s'évader du labyrinthe de cette façon. Sauf que Icare a décidé de voler très très haut, bien que son père lui dise fais attention, ne t'approche pas trop du soleil. Il s'envole quand même très haut et s'approche trop près du soleil, qui fait fondre la cire et
Donc, les ailes se retrouvèrent anéanties et Icare chuta dans l'eau où il mourut noyé. Voilà, donc c'est une belle histoire qui a failli réussir, mais qui, par ambition ou par goût de liberté extrême, n'a pas finalement atteint son but. Donc voilà, donc on peut se poser la question sur notre ambition, la mission des leaders. Nos leaders, jusqu'où ils vont en termes d'ambition? Est-ce que c'est toujours raisonnable? Quelle lucidité porte l'ambition? Et nous, par rapport à notre ambition, quel lien entre mégalomanie et limite? On peut aussi se poser des questions sur la limite entre l'ambition, nos désirs d'élévation et puis le risque de burn-out. Dans nos sociétés modernes, le soleil qui brûle les ailes d'Icare, ça correspond à aller tellement loin, peut-être qu'on peut s'en retrouver brûlé, puisque burn-out, c'est le feu aussi. Voilà, prendre sa place, prendre la place de ses parents ou de son supérieur hiérarchique, un challenge, voilà, jusqu'où on va. C'est le dosage d'ambition. J'ai presque envie d'aller, plutôt que vous donner la parole maintenant, je vois l'heure qui tourne, de vous parler d'un peu d'Ulysse et Pénélope, si ça vous intéresse. Voilà, pour terminer sur une belle histoire d'amour. Alors, Ulysse et Pénélope symbolisent la persévérance et la foi en l'amour. Leur but fut leur moteur, vivre l'amour idéal. Voilà, alors Ulysse qui a fait un long chemin, qui a mis 20 ans à rentrer chez lui. En fait, c'était suite à la guerre de Troie. Donc Ulysse était un chevalier, un combattant de la guerre de Troie. Donc l'équipe a merveilleusement gagné la guerre. Avec la ruse du cheval de Troie d'ailleurs, c'est ce qui a permis, c'est ce qui a permis, c'est Ulysse qui avait donné cette idée, et donc c'est ce qui leur a permis de gagner la guerre. Donc ils combattent, ils gagnent vraiment superbement, et les dieux décident de leur infliger une petite punition à ces combattants un peu trop orgueilleux. D'être si fiers de leur victoire, et donc les dieux décident que ça allait être galère pour rentrer chez eux, et notamment pour Ulysse de rentrer chez lui. Et donc le voilà qui se retrouve de retour chez lui, qui se retrouve confronté à tout un tas d'épreuves. Alors il y a les épreuves contre le vent, donc dirigées par le dieu Éole, qui est le dieu du vent. Il y a le détroit qui est en Sicile, de Caribe en Scylla, qui est aussi un passage très dangereux. Il y a aussi l'envoûteuse Circé qui essaye de charmer Ulysse. Et puis il y a cette époque de 10 ans où il vécut sur une île prisonnier de Calypso, qui est une très belle femme et nymphe qui est tombée amoureuse d'Ulysse et qui ne le laisse pas partir. Et lui, il est très malheureux, bien que étant très choyé par Calypso, il est très malheureux parce qu'il n'a qu'une envie, c'est de retrouver son épouse Pénélope, qui l'attend. Et alors, pour Pénélope, c'est aussi une série de galères parce que, comme le palais dans lequel Ulysse et Pénélope vivaient, comme le palais est abandonné par Ulysse, il ne revient pas. Il y a des tas de prétendants qui s'approprient un petit peu le palais d'Ulysse et qui essayent d'épouser, de séduire Pénélope. Et elle invente un stratagème de dire qu'elle tisse un suaire et que tant que ce suaire ne serait pas fabriqué, elle ne pourra pas décider, elle ne pourra pas choisir de prétendants parmi les prétendants. Et ce qu'elle fait, c'est que toutes les nuits, elle détruit ce qu'elle fait
pour recommencer le jour d'après, pour que ça dure interminablement, en espérant le retour d'Ulysse. En attendant le retour d'Ulysse. Et puis finalement, ça y est, 20 ans après, Ulysse revient dans son palais et il y avait une épreuve qui avait été concoctée par Pénélope de dire que la seule personne qui réussirait à manier l'arc et les flèches de Ulysse pourrait gagner sa main. Et évidemment, quand Ulysse revient, c'est le seul à pouvoir manier l'arc et les flèches. Et donc, ça y est, il peut enfin, 20 ans après, retrouver sa femme, son épouse, et voilà. Et donc, on voit dans cette histoire qu'il y a une persévérance qui est fort tenace, malgré toutes les vicissitudes qui ont été vécues aussi bien par Ulysse que par Pénélope, et on voit que l'amour est triomphant. Voilà, donc les toutes dernières questions qu'on peut se poser, c'est la confiance, la persévérance, l'importance de la confiance dans la relation, confiance que nous avons dans nos relations, confiance en la personne. On peut aussi se poser la question par rapport à notre couple ou par rapport aux gens que l'on aime. Et puis la confiance à l'épreuve du temps, et puis la confiance que l'on peut avoir face à des détracteurs, où on voit qu'il y a beaucoup, dans l'histoire d'Ulysse et de Pénélope, il y a beaucoup de gens qui essayent de ne pas faire aboutir leur amour, de se mettre en plein milieu. La persévérance, notre persévérance, au service de quoi on la met dans nos expériences, et puis quelle force on déploie pour aller jusqu'au bout de notre idéal, pour aller jusqu'au bout de l'amour. Quelle force on déploie sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan intellectuel, sur voilà tout un tas de plans. Voilà, donc je vous propose juste un petit mot parce que je vois que l'heure tourne, il est 12h26, donc il nous reste quelques minutes, peut-être 1 ou 2 minutes dans laquelle vous pouvez donner un petit commentaire sur l'amour et Ulysse et Pénélope. Qui a envie de témoigner sur la confiance dans la relation, la persévérance. Oui, ok, merci. Alors, j'ai divorcé à l'âge de 40 ans. Et donc, je suis dans une deuxième relation avec un homme qui a 10 ans de plus que moi. Et nous traversons régulièrement des crises. Des crises. Et je disais ce matin à mon fils, mais c'est extraordinaire les crises, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive à un certain âge, je crois, où on sait qui on est, où on sait, et où on a envie alors, j'allais dire malgré tout, grâce à tout, de transcender aussi ça pour grandir. Moi, je crois vraiment, avec toutes les difficultés, le couple c'est très difficile. Enfin, pour moi, je trouve que c'est très, mais je pense que c'est un Graal aussi. C'est-à-dire utiliser les crises, voilà, mais ne jamais se perdre, rester libre, accepter la liberté de l'autre, parler de jalousie, tout ça, dépasser tout ça pour pouvoir véritablement être un couple solide et pouvoir vieillir ensemble. En tout cas, c'est un vœu qui m'est cher et que j'essaie, que nous essayons en tout cas, voilà, de gravir. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant les histoires des épreuves, etc. Je pense que vraiment dans une société où enfin les jeunes notamment, enfin même on se pose beaucoup de questions sur le couple, où on a envie, ça fonctionne pas, on arrête, etc. Alors c'est peut-être l'âge, la vieillesse qui arrive. En tout cas, moi je pense qu'on a vraiment, enfin nous avons intérêt, en tout cas à notre âge, à persévérer et à trouver dans le couple une force différente qui va nous emmener vers l'amour inconditionnel. Alors c'est un beau, mais en tout cas nous c'est ce qu'on en rêve en tout cas. Voilà. Merci pour ce témoignage. Alors, vous parlez de liberté et c'est aussi quelque chose qui est très présent dans l'histoire d'Ulysse. C'est quand il est 10 ans prisonnier sur cette île là avec Calypso, qu'il adore, qui le comble, mais voilà, de façon extraordinaire. Mais lui, il dit mais moi ce que je veux c'est ma liberté.
Et c'est intéressant aussi d'associer liberté et amour. Parce que peut-être qu'il y a des amours qui ne rendent pas chacun libre, et la liberté, c'est aussi la liberté d'aimer. Donc, malgré les épreuves, on gagne aussi cette liberté. Bien, merci beaucoup. Je crois qu'il est l'heure. Ouais, donc on va arrêter. J'avais encore d'autres mythes, mais on n'a pas le temps. Ça nous prendrait des jours et des jours. Par contre, tout à l'heure, je fais un atelier où vous pourrez tirer votre petit... je tombe sur Ulysse et Pénélope au hasard. Où vous pourrez tirer votre carte pour avoir le message du jour. On pourra tirer aussi une carte sur les arbres. Voilà, donc l'atelier, il est à 13h. Voilà, si ça vous intéresse, vous aurez votre petit message. Je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et que les dieux vous inspirent surtout. Merci.